merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les grandes lignes de cette émission. Le plan social de ADS aura de fortes conséquences sur l'emploi, 1700 postes supprimés en France. Qu'en est-il dans le département, à Élancourt ou au Mureau? Le point dans un instant. Les patrons d'entreprises en colère, et notamment ceux du secteur du bâtiment, un secteur qui souffrirait notamment de concurrence déloyale. Une délégation était reçue ce lundi par le préfet. Et quels impacts économiques à l'activité nucléaire dans le département? Nos invités, Jean-Louis Tizon, président de la Société française d'énergie nucléaire dans les Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Fera face à Jean-Luc Monceau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-secrétaire départemental d'Europe Écologie Les Verts. Vous nous apporterez donc du coup votre point de vue dans un instant. Oui. Et avant cela, on passe à l'actualité économique de la semaine. La direction de ADS a annoncé en début de semaine la suppression de 5800 postes, dont 1700 en France. En cause, une nouvelle stratégie pour ces activités défense et espace et le regroupement d'entités. Selon les estimations, 360 postes seraient supprimés dans la filiale Cassidian et 1170 pour Astrium dans le pays dans les 3 prochaines années. Ces deux filiales sont particulièrement présentes dans le département. Le site des Mureaux compte 1900 salariés, celui de Cassidian 1600. Le syndicat CFE-CGC se montre mobilisé et attend le conseil d'entreprise de demain pour y voir plus clair. Pour le moment, ils ne savent pas encore quels sites seront épargnés. C'est ça notre grand problème, parce que pour Cassidian, par exemple, quand on annonce 360, Cassidian en France, c'est environ 2500 personnes, mais dans une dizaine de structures juridiques différentes. Donc aujourd'hui, moi je suis représentant Cassidian SAS, je ne sais pas s'il est 360 chez Cassidian SAS ou si c'est dans nos filiales aussi. Donc aujourd'hui, on n'a aucun détail sur ça. On a eu un chiffre brut, 360 points. Les sites des Mureaux et d'Élancourt pourraient se voir renforcés par l'arrivée de salariés actuellement présents sur de plus petites structures d'Île-de-France. Pas forcément le bon choix pour les salariés, selon Philippe Vanglas. Quand on regroupe des gens ici, ça peut être coûter moins cher en structure. Nous, déjà, on s'est installé à Élancourt. Avant, on était 8 sites en région Île-de-France. Donc, on a regroupé ici pour que ça coûte moins cher. Bon, visiblement, ça coûte toujours aussi cher et donc on veut encore regrouper d'autres gens. Oui, c'est vrai que louer des bâtiments à Suresnes, c'est peut-être plus cher qu'à Élancourt ou au Mureau. D'un autre côté, on veut faire déménager de gens de la banlieue nord de Paris jusqu'à Élancourt. Et là, en termes de transport pour les gens, ça ne va pas être très simple. Les patrons d'entreprises et notamment du secteur du bâtiment en colère et très inquiets dans le cadre d'un mouvement unitaire regroupant la Fédération du bâtiment, la CGPME, la Chambre des métiers, l'UNIC. Ils ont été reçus lundi par le préfet. Reportage de Catherine Zulato et Jonathan Villeman. Réunis autour d'une même table et parlant d'une même voix, ces représentants yvelinois de la Fédération du bâtiment, de la CGPME ou de la Chambre des métiers réclament des règles claires, plus de lisibilité dans les actions du gouvernement et une pérennité des décisions. Il y a beaucoup d'entreprises qui, vu le climat, freinent les investissements, n'embauchent pas alors qu'ils pourraient le faire. Et donc je crois qu'il faut qu'on arrive à recréer un climat de confiance. Les chefs d'entreprise, si vous voulez, ne savent pas quelles sont les nouvelles taxes qui vont sortir, les lois, la rétroactivité des lois. Donc on joue à un jeu sans avoir la règle du jeu. Donc on ne joue plus. Il y a un ras-le-bol de la part de nos adhérents, des entreprises, quelles qu'elles soient, aussi bien petites que moyennes que importantes, sur toutes les charges qui sont promues d'une manière incohérente, c'est-à-dire que, vous voyez, nous sommes le 10 décembre, la TVA, on ne sait pas exactement donc, avec quelle modalité elle va s'appliquer le 1er janvier. C'est le compte pénibilité qui est là, à mon avis, la chose la plus grave pour 2014, puisque nous allons devoir remplir une fiche de pénibilité par personne et par jour. En cause également la loi sur la délocalisation du personnel, les fameux salariés détachés. En France, ils étaient 2000 il y a 15 ans et aujourd'hui, ils seraient plus de 200 000. Le patronat parle de concurrence déloyale et demande des règles.
On ne peut pas revenir sur la loi de la libre circulation, mais il y a des barrières qui peuvent être, c'est-à-dire exiger par exemple que les salariés soient bien déclarés, payent bien des charges sociales dans leur pays d'origine, aient bien des congés payés, travaillent avec des heures supplémentaires, ce qui n'est pas le cas. On s'aperçoit que ce qu'on nous offre, c'est des gens qui travaillent 50, 70 heures par semaine. Ce mouvement unitaire du patronat yvelinois a été reçu par le préfet depuis le mois de septembre. Autre signe inquiétant, selon eux, on voit de plus en plus d'entreprises expérimentées affichant 10 ans d'ancienneté fermer boutique. On ne peut pas accepter de se faire tuer sans rien dire, a prévenu Geneviève Del. Les commerçants choqués, le centre commercial des Gâtines à Plaisir a été ravagé par un incendie dimanche vers 5 h du matin. Au total, 5 commerces ont été gravement touchés. Le sinistre s'élèverait à plusieurs centaines de milliers d'euros. La thèse d'un acte prémédité sera envisagée par les commerçants eux-mêmes. Une enquête est en cours. Les travaux devraient durer 8 mois. En attendant la réouverture, les commerces pourraient être relogés dans des préfabriqués ou des chalets en bois sur le parking. Alors que la SNCF est aujourd'hui en grève, le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, a voté hier son budget 2014 et a annoncé quelques nouveautés pour l'année à venir. Au niveau des tarifs, les tickets et abonnements devraient augmenter de 3%, soit la répercussion de la hausse de la TVA sur les transports. Seule exception et une bonne nouvelle pour ceux qui travailleraient à Paris, le pass Navigo zone 1 à 5 restera au même prix. Pour les autres, ils pourront profiter d'un dézonage plus important toutes les vacances scolaires, en plus des week-ends et jours fériés. Et puis des tarifs unifiés dans les cantines des lycées, c'est ce que propose la région Île-de-France. Une tarification basée sur le quotient familial, des repas compris entre 1 et 4 euros. Le dispositif existe déjà pour les collèges franciliens. Il sera appliqué à partir de la rentrée 2014 et disponible dans tous les établissements de la région dans 5 ans. Et puis on finit par une initiative de la ferme de Grignon. Elle a lancé le premier drive laitier en France. Les premières livraisons ont eu lieu vendredi dernier. Son but, aller à la rencontre de ses clients. Reportage. Antoine fait partie des premiers clients de ce drive laitier. Vendredi dernier, il venait chercher ses produits laitiers sur ce bord de route après avoir passé commande sur le site internet de la ferme de Grignon. Cette ferme expérimentale tente ici une initiative originale, apporter des produits frais directement à leurs clients. Ce camion frigorifique s'est installé au croisement des routes départementales en contrebas de la ferme. On s'est rendu compte qu'il y avait plus de 26 000 voitures qui passaient devant la ferme et qui s'arrêtaient pas forcément à notre boutique. On s'est rendu compte que souvent les gens sont sur des trajets domicile-travail, ils rentrent chez eux, ils n'ont pas forcément le temps de venir dans la ferme, de s'arrêter, d'aller voir la boutique, de faire la queue. Et souvent il y a des enfants dans la voiture, sortir les enfants, ça prend du temps. Voilà. Donc on a voulu faire un service, offrir un service à ces gens-là pour que ce soit plus rapide. Pour cette première en France, une vingtaine de personnes a passé commande. Les produits phares, yaourts et faisselle. Les livraisons s'effectuent pour le moment tous les vendredis de 16 h à 20 h. Si le concept fonctionne, les points de livraison pourraient se multiplier et l'offre s'élargir. Des bières artisanales aux caissettes d'agneau. L'entretien est consacré cette semaine aux impacts économiques du nucléaire. Nous recevons sur ce plateau Jean-Louis Tizon, président de la Société française d'énergie nucléaire dans le département. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'être venu. Jean-Luc Manceau, co-secrétaire départemental d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Alors vous avez tous deux forcément des avis qui diffèrent. On va tout d'abord peut-être faire un point sur la situation dans le département. Donc je commence avec vous, Jean-Louis Tizon. On ne compte pas de centrale dans les Yvelines, mais on y trouve tout de même 4 pôles liés au nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Effectivement, les Yvelines ne sont pas un département spécialement nucléaire. On a près de nous le centre de Saclay, l'Essonne, qui contient plusieurs milliers d'emplois. Mais pour ce qui est du nucléaire dans les Yvelines, on a cherché à recenser les emplois directs du nucléaire dans les Yvelines. Et on a trouvé effectivement 4 pôles importants, Chatou, EDF, Le Vésinet, avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et beaucoup d'emplois à Saint-Quentin en Yvelines, 900 à Saint-Quentin en Yvelines, sur un total de 1800 emplois que nous avons identifiés sur l'ensemble des Yvelines.
Alors, on compte principalement en fait des postes d'ingénieurs, de chercheurs ou des postes liés au transport notamment. Donc, vous indiquez 1800 emplois directs et 900 emplois indirects. Les emplois indirects, qui concernent-ils? Les emplois indirects, ce sont les services associés aux entreprises. Il y a toujours de l'aide à demander pour des sous-traitants ou autres. Ce sont des emplois indirects. D'accord, très bien. Donc, Jean-Luc Manceau, vous affichez donc clairement pour l'arrêt du nucléaire, oui. Justement sa limitation. Est-ce que vous trouvez que ces chiffres du coup sont trop faibles pour les prendre en compte, que ça n'a pas d'impact économique, ou au contraire que peut-être que les nouvelles énergies en fait pourraient apporter plus d'emplois? Quelle est votre position par rapport à ça? Alors on ne peut pas dire effectivement que le nucléaire n'ait pas d'impact économique, ça serait vraiment le minimiser. Dans les Yvelines, effectivement, ça représente assez peu d'emplois, mais au niveau national, quand même quelques dizaines de milliers d'emplois. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec la diminution du nucléaire, qui est programmée, donc la baisse à 50% du nucléaire dans la production d'électricité en France, qui est prévue pour 2025, voilà, oui. Exactement. Ça va occasionner bien évidemment des diminutions d'emplois dans le nucléaire, mais ça va être largement compensé par une augmentation d'emplois dans les énergies renouvelables, dans les systèmes d'efficacité énergétique. On parlait tout à l'heure du bâtiment, dans tous les systèmes de rénovation du bâtiment. Et donc il y a une étude très sérieuse qui est parue il y a quelques mois, qui mentionne qu'à l'horizon 2025, il s'agit plutôt, avec toute cette transition énergétique, puisqu'on parle bien de cette transition énergétique globalement et pas simplement le secteur du nucléaire, cette transition énergétique, à l'horizon 2025, représentera 440 000 emplois. Donc c'est pas rien, 440 000 emplois, quand on a plus de 3 millions de chômeurs en France. On compte pour l'instant 125 000 postes en France liés au nucléaire, 410 000 si on compte les emplois indirects. Donc effectivement, ce ne serait pas non plus si peu. Jean-Luc Tizon, vous pensez plutôt que l'arrêt du nucléaire aurait des impacts plutôt négatifs? Alors ce qu'il faut, c'est il faut que l'on ait des emplois compétitifs. Et le nucléaire est une source d'énergie compétitive. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes en 2012 qui a estimé le coût du kilowattheure nucléaire. Et le premier renseignement de ce rapport de la Cour des comptes, ça a été de dire on connaît bien le coût du kilowattheure nucléaire. Parce que c'est long, la dépense pour fabriquer un kilowattheure nucléaire, c'est long, il faut s'occuper du combustible, construire la centrale, faire fonctionner la centrale, s'occuper de son démantèlement, s'occuper de la gestion des déchets. La chaîne est longue. Mais ce qui a été estimé par la Cour des comptes, c'est qu'on avait une estimation très bonne, très précise, avec très peu d'incertitude sur ce coût du nucléaire, du kilowattheure nucléaire, qui est évalué, on ne va pas faire beaucoup de chiffres, mais il est évalué à 50 € du mégawattheure. Et le deuxième enseignement qui a été donné dans cette étude par la Cour des comptes, et puis le rapport Mandil, également de 2012, ce rapport a établi que le coût du kilowattheure nucléaire, tel que je viens de vous le dire, est le plus faible de toutes les autres sources d'énergie. On va, à mon avis, pouvoir voir à l'écran, du coup, le tableau dont vous parlez. Oui. C'est peu visible, mais effectivement, ce que l'on remarque, c'est que le nucléaire est dans une fourchette de 43 à 75. Voilà. L'hydroélectricité est autour de 55. Le gaz naturel, beaucoup plus élevé. Et puis l'éolien offshore, les énergies renouvelables coûte beaucoup plus cher. Alors moi j'entends M. Manceau qui dit on va créer des emplois et on va faire des kilowattheures éoliens. Mais la contrepartie et la conclusion, la conséquence de ces emplois, c'est qu'on va avoir un kilowattheure qui va coûter très cher. Aujourd'hui, les entreprises bénéficient, grâce au nucléaire, à un accès à l'énergie 30% moins cher qu'en Allemagne, par exemple, ou en Grande-Bretagne. Les particuliers allemands payent leur électricité 2 fois plus cher qu'en France. Alors, si c'est ça que l'on veut aujourd'hui, ce n'est pas raisonnable de dire on va faire et créer des emplois dans tous les sens. La première conséquence de ça, c'est un coût du kilowattheure, un coût de l'électricité beaucoup plus élevé. Et à ce moment-là, pour les particuliers, également pour les entreprises, en termes de compétitivité. Et à ce moment-là, on fait des emplois aidés. Ce qui est important dans le nucléaire aujourd'hui, c'est que ce sont des emplois compétitifs qui aident à la compétitivité de la France, et il faut maintenir cette compétitivité.
Alors, Jean-Luc Monceau, face à ça, on va vous laisser également la parole. Oui. On a également un tableau qui vient de votre part, donc c'est là un peu la guerre des chiffres en fonction des sources. On va peut-être le voir à l'écran. Voilà. Il y en a qui se rejoignent. Il y en a qui se rejoignent, effectivement. C'est pas complètement incohérent. Voilà. Non, ceci dit, effectivement, je m'inscris en faux par rapport au coût du nucléaire. Le rapport de la Cour des comptes prenait en compte effectivement les provisions d'EDF pour le démantèlement des centrales nucléaires, mais dans un autre paragraphe un peu plus loin, la Cour des comptes faisait remarquer que cette provision était insuffisante. Donc si on prend une provision suffisante et correspondant notamment au retour d'expérience en Angleterre, en Allemagne, même en France, la centrale nucléaire de Brennilis en Bretagne, son démantèlement coûte beaucoup plus cher, 20 fois plus cher que ce qui était prévu initialement. Ça voudrait dire qu'à terme, le coût Donc le coût du kilowattheure, enfin du mégawattheure nucléaire, et serait plutôt en haut de la fourchette mentionnée dans le tableau précédent, plutôt même peut-être même à 90 € le mégawattheure. Et donc à 90 € le mégawattheure, c'est clair que du coup ça devient du même ordre de grandeur que l'éolien terrestre qui est à 80, que le photovoltaïque qui est actuellement à 100 à peu près. Mais la caractéristique de l'éolien et du photovoltaïque, c'est que ce sont des coûts en baisse. Alors que le coût du nucléaire, compte tenu des problèmes de sécurité qui sont de plus en plus importants, et voilà, les coûts aussi de retraitement des déchets qu'on n'a toujours pas résolus, ne peuvent qu'aller à la hausse par rapport à ce qui était prévu. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que par million d'euros ou par euro investi, le nucléaire est beaucoup moins créateur d'emplois que les énergies renouvelables, puisque pour le nucléaire, d'ailleurs, comme pour le pétrole, on est par million d'euros donc à 3 emplois créés, alors qu'on est à 15-16 pour les énergies renouvelables ou la rénovation des bâtiments. Donc il y a vraiment un effort important à porter, non pas sur donc toujours produire plus, mais avant tout réduire les consommations d'énergie, et c'est bien ça l'enjeu important. Je vous laisse le mot de la fin sur ces énergies renouvelables. Vous n'êtes pas forcément opposé à son développement ? L'économie d'énergie, nous sommes tout à fait partisans de faire des économies d'énergie. Il faut également encourager les énergies renouvelables. Elles sont d'ailleurs subventionnées actuellement. Nous, notre proposition, c'est de maintenir un socle nucléaire très fort, très puissant en France, parce qu'il rapporte des devises, il rend les entreprises plus compétitives, et on en a besoin véritablement en France. Je vous remercie tous les deux. On n'aura pas réussi à vous mettre d'accord, mais au moins on aura entendu vos deux propos. Merci à vous d'être venus. On passe tout de suite au dossier de la semaine. C'est le moment des fameux marchés de Noël, l'occasion pour les visiteurs de faire quelques achats avant les fêtes, mais aussi pour les commerçants et artisans de mettre en valeur leurs produits et d'approcher de plus près les clients. Nous nous sommes intéressés aux aspects économiques de ces marchés de Noël. Yolande Thorez et Patrick de Dixmude se sont rendus sur les marchés de Saint-Cyr-l'École et de Plaisir. Reportage. Le refrain est connu depuis 8 ans à Saint-Cyr-l'École. Le fameux marché de Noël s'installe pour 2 jours. 2 jours qui nécessitent un long travail d'organisation. La mairie de la ville s'y attelle jusqu'à 6 mois à l'avance, dont 3 mois de préparation intensive. Une des premières étapes, le choix des commerçants. À Saint-Cyr-l'École, on sélectionne uniquement des professionnels. On cherche à soutenir, je sais que la municipalité voulait vraiment soutenir l'activité économique de la ville. Et donc, si on devait accepter de nombreux particuliers, malheureusement, il y aurait beaucoup trop de concurrence après, peut-être pour les petits artisans ou les jeunes auto-entrepreneurs. Donc c'est vrai qu'on ne sélectionne que les commerçants. Maintenant, il y a aussi beaucoup de commerçants de province qui viennent parce que, aujourd'hui, on n'a pas de producteurs de foie gras à Saint-Cyr, on n'a pas d'éleveurs et de charcutiers sur Saint-Cyr. Donc, après, on a beaucoup de commerçants de l'extérieur. Mais on sélectionne uniquement les commerçants. Parmi les commerçants de province, justement, les joyaux du Périgord ont été sollicités pour la première fois sur ce marché. Ils regroupent sous leur marque différents producteurs de leur région. Le fromage, il a un goût de noix et ça revient un petit peu pareil. C'est vraiment super bon, vous allez voir. C'est assez surprenant. Un marché comme celui-là représente 3 à 4% de leur chiffre d'affaires annuel. Foie gras, chocolat ou encore spiritueux, une centaine de produits sont proposés sur leur stand. On va pouvoir aussi promotionner notre entreprise sur le département. Aujourd'hui, on attend à peu près 4000 personnes, donc on espère faire sur le week-end 3000 € de chiffre d'affaires.
D'autres ne parlent pas de chiffre d'affaires, mais plutôt de fonds récoltés. L'association ESAT-Cotra, basée à Fontenay-le-Fleury, travaille à l'insertion dans la vie sociale et professionnelle des malades psychiques adultes. Comme la trentaine de commerçants présents ce week-end, l'association a loué son emplacement au prix de 10 € le mètre linéaire. On est venu en plus à Saint-Cyr pour permettre tout simplement qu'ils aient une vue que ce qu'ils font peut être vendu et peut être bien vendu. On va récolter un peu de fonds, oui, remis pour les usagers dans ce qu'on appelle une petite cagnotte pour leur séjour, puisqu'on fait un séjour chaque année. À Plaisir, on y trouve près de 50 commerçants. Les visiteurs sont des habitués, ils y viennent surtout pour la tradition, mais aussi pour approcher les petits artisans. Je trouve que d'abord le produit est délicieux et puis les prix n'ont pas bougé, donc voilà. Je suis satisfaite, je retrouve mes commerçants artisans. Je pense que c'est intéressant et puis ça permet aussi de faire travailler les petits producteurs et les gros producteurs à l'artisanat. Bon, nous souvent on regarde les petits stands, des bijoux, des petites fantaisies. Des petits cadeaux pour la famille, voilà. Avant cela, passage obligé par l'étape installation et répartition des emplacements la veille du marché. La numéro 15, le rucher du bois de Sainte-Apolline. Tout à fait. Jackie Boisseau, apiculteur de plaisir, s'empresse de s'installer. Il décharge sa 50aine de kilos de miel et sa 40aine de kilos de pain d'épices. 90 € pour les 2 jours, c'est le prix de son emplacement. Un prix qu'il juge raisonnable aujourd'hui. À l'époque, il nous affirme que c'était le double. Je suis habitant de Plaisir, je viens donc proposer mes produits. Je pense qu'un marché de Noël doit rester dans un prix raisonnable si on veut effectivement qu'il y ait de la clientèle. Et le prix d'un stand se répercute dans le prix d'un produit. Et donc des petits artisans qui font des bijoux, qui font des créations, lorsque le prix d'entrée, le ticket d'entrée est à 160, 170, 180 €, ça ne passe plus dans le budget. Pour amortir ensuite dans la vente de colliers ou de produits divers, il faut en vendre une cargaison. Fidèle de ce marché de Noël, Jackie y vend ses produits depuis 7 ans. N'ayant pas de boutique, c'est grâce à son réseau et à ce genre de marché qu'il écoule ses productions. Il ne fait pas de statistiques, mais estime que les ventes ici représentent environ 30% de son marché annuel. À quelques mètres de là, le stand Armor Luxe se prépare. Quelques clients sont venus avant l'heure. Sur le marché, de 9h à 19h. Mais c'est à partir de demain, monsieur. Ah, sinon, il faut aller sur le magasin à Plaisir. Voilà, vous avez la totalité de nos produits. Ok, merci. Avec plaisir. Depuis le mois de mai, l'enseigne a ouvert une boutique à Plaisir. Ce marché de Noël représente 15 à 20% de leur chiffre d'affaires sur l'année. Pour cette marque de vêtements et d'alimentation bretonne, c'est aussi l'occasion de se faire connaître. On a plus accès au niveau du public, donc ça nous permet de vendre beaucoup plus. Pour un stand de 9 mètres de long, le magasin paye 247 € pour les 2 jours. Juste en face, nous retrouvons le vigneron Paul Garzaro. Depuis 8 ans, il fait le déplacement de Bordeaux pour ce marché. Nombreux sont ses clients dans les environs, alors chaque année, il en profite pour venir vendre son vin. Il a envoyé 380 invitations par mail pour près de 800 bouteilles en stock. Les clients existants dans le 78 et les quelques, dans tout le département. Et ça permet de les recontacter avant les fêtes pour renouveler leur cave. Ça permet en même temps de faire venir du monde supplémentaire. Parce que j'ai pas que des clients du 78. J'ai des clients de Paris qui viennent se ravitailler ici, qui n'aiment pas les grosses foires et qui préfèrent quelque chose de plus intime. La France compte aujourd'hui 37 marchés officiels, permanents et sur plusieurs semaines. L'Hexagone est alors le 2e pays européen en nombre de marchés de Noël, loin derrière l'Allemagne et ses 2234 adresses, mais devant la Grande-Bretagne. Et pour finir, l'agenda, 2 dates à retenir. Convaincre en entretien de recrutement, un atelier organisé le 17 décembre de 14h à 17h à la Cité des Métiers à Trappes. Vous pourrez vous entraîner à vous passer des entretiens et avoir le retour de professionnels. Pour les personnes intéressées par la création d'entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie vous propose un atelier pour se familiariser avec les étapes clés et se lancer dans l'aventure. Au programme notamment les démarches, la faisabilité de votre projet, les organismes et aides de financement. Rendez-vous le 19 décembre de 14h à 17h. C'est la fin de ce fil éco. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et à la semaine prochaine.